On vous parle ce soir d'un alcool qui a connu une longue période de désamour et qui vit ces dernières années une véritable renaissance, en Suisse comme ailleurs. L'Angleterre et Londres sont intimement mariés à l'histoire du gin, pour le meilleur comme pour le pire, ou inversement, puisqu'il se murmure que cette boisson serait le secret de longévité de la reine Elisabeth II. C'est donc tout naturellement dans les environs de la capitale du Royaume-Uni que nous commençons notre voyage initiatique. Laverstock, petit coin de campagne britannique à une centaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Les canards qui barbotent nonchalamment ont peut-être été attirés ici par des vapeurs de distillation. Ils ne se doutent pas que ces bâtiments abritent l'un des leaders mondiaux du gin, Bombay Sapphire. Plongé dans les secrets de fabrication d'un alcool qui doit tout aux plantes qui l'aromatisent. La fabrication du Bombay Sapphire est assez différente que celle des autres gins. La plupart des autres gins font bouillir leurs aromatisations botaniques directement dans l'alambic. Nous, on y met juste l'alcool neutre à 96,3 degrés. Et on y ajoute de l'eau, de la chaleur, de la vapeur et tout ça est porté à ébullition. La vapeur d'alcool monte à travers l'alambic et cette vapeur chaude va aller s'imprégner des 10 plantes suspendues plus haut qui constituent Bombay Sapphire. Voici l'un de nos paniers d'infusion. Nous mettons les baies de genièvre tout au fond du panier pour obtenir ce goût caractéristique du gin. Sur cette base, on va ajouter dans les paniers des graines de coriandre, des amandes, de la réglisse, d'autres épices et de l'écorce de citron sur le dessus. Si les aromatisations botaniques sont au cœur du gin, la loi impose 2 critères essentiels. Un taux d'alcool de 37,5 degrés minimum et la prédominance de la baie de genévrier. Une fois que le gin est redevenu liquide au fond du condenseur, il passe par ces tuyaux, il passe là, c'est ici que nous payons nos impôts, et le gin sort là à environ 86 degrés d'alcool. Pour finir, on ajoute de l'eau pour réduire le tout à environ 40 degrés, et ça finit dans notre emblématique bouteille bleue, expédiée ensuite dans 140 pays environ. La logistique est à la fois simple et impressionnante. 4 alambics répartis dans 2 halles suffisent à produire l'équivalent de 60 millions de bouteilles par année. Seules 18 personnes travaillent ici quotidiennement. Entre 2016 et 2018, le marché britannique du gin a doublé pour s'établir à plus de 2,5 milliards de francs. Bombay Sapphire a eu un rôle de pionnier dans ce boom du gin. Nous avions cette bouteille bleue dans une industrie de bouteilles vertes et transparentes. Bien sûr, d'autres marques sont apparues depuis, ce qui est fantastique car cela a maintenu l'engouement pour le gin. L'arrivée de marques de tonics premium, par exemple Feather Tree, a vraiment aidé le gin parce que les gens pensent toujours gin tonic, même s'il existe d'autres manières de le boire. Ces nouveaux tonics améliorent la visibilité du gin. L'élément essentiel, c'est que le gin est facilement mélangeable et polyvalent. C'est une page blanche à laquelle vous ajoutez des arômes botaniques. Vous pouvez alors utiliser ce gin dans différents cocktails. Depuis 2019, et pour la première fois dans son histoire, l'Angleterre compte davantage de distilleries que l'Écosse, producteur historique de whisky. Le gin, Kate Meehan en a fait sa passion. Pour faire découvrir son alcool fétiche, elle organise des virées thématiques autour du gin à Londres. Elle nous a donné rendez-vous dans un des nombreux bars à gin de la capitale. Mais qu'y a-t-il de si intéressant avec le gin ? Qu'est-ce qui n'est pas intéressant ? Tout d'abord, le gin a une histoire fascinante. Dans toute l'Europe, il est lié à de nombreux récits, certains positifs, d'autres moins. Et l'histoire n'est qu'un des aspects. La recette du gin peut être aussi folle et créative que vous le souhaitez, tant qu'elle contient un ingrédient clé, à savoir la baie de genièvre. Vous pouvez avoir un gin qui est juste fait à partir de ces baies, ou alors un gin qui contient 300 plantes, si c'est ce que vous voulez. Avec ça, il y a de quoi titiller la curiosité d'absolument tout le monde. L'histoire fascinante du gin mérite qu'on s'y arrête. Si Londres reste indissociable du gin, cet alcool n'est pas originaire d'Angleterre, mais des Pays-Bas.
Les premières traces de ce qui était alors un médicament remontent au Moyen-Âge, avec la distillation du Genever, un alcool aromatisé avec des baies de genévrier. Son succès dépasse vite la seule fonction médicinale. Durant la guerre de 30 ans, les Anglais découvrent cette boisson qui revigorait les troupes hollandaises et s'empressent de la ramener dans leur contrée. C'est le roi Guillaume III qui fait du gin une boisson nationale anglaise. Il favorise le développement de distilleries et bloque l'importation de cognac français pour pousser ses concitoyens à boire local. Le gin se distille à tous les coins de rue et devient le moyen privilégié pour noyer les conditions de vie éprouvantes des ouvriers. L'alcool est souvent de mauvaise qualité et l'Angleterre sombre dans une frénésie alcoolique. Dépravation, insalubrité, criminalité. La gravure Gin Lane du peintre William Hogarth illustre les ravages du gin. Les lois se durcissent pour endiguer la pandémie. Il faut attendre le 19e siècle pour que la boisson fasse son retour dans la haute société. L'époque victorienne et ses gin palaces remettent le gin au goût du jour. Parallèlement, les troupes anglaises en Inde consomment de la quinine pour lutter contre la malaria. Cette poudre mélangée à l'eau avait un goût très amer. Pour la faire descendre plus facilement, rien de tel qu'une rasade de gin. Le fameux gin tonic est né. Si la boisson n'a plus rien d'un médicament, il se murmure qu'elle serait le secret de longévité de la reine Elisabeth II. Winston Churchill ira jusqu'à déclarer « Le gin tonic a sauvé davantage de vies et d'âmes anglaises que tous les médecins de l'Empire ». Pour que la Renaissance actuelle voie le jour, il a fallu changer les lois d'un pays traumatisé par la folie du gin. Les lois sur la production ont été modifiées il y a 11 ans à Londres. Maintenant, on peut obtenir beaucoup plus facilement une licence de distillation. On voit l'émergence d'artisans, de petites entreprises qui prennent soin de leurs produits. Les gens ont compris que le gin permet de la créativité. Pour faire un gin, ça ne prend pas longtemps. Et vous pouvez le faire dans un alambic d'1 litre ou dans un de 1000 litres. Les distilleries ont donc commencé à donner à leurs clients la possibilité de venir sur place, d'utiliser un alambic d'1 litre et de faire leur propre recette en 2 heures. Le gin est devenu une expérience et les gens en redemandent. Andrea Gringieri, bonsoir. Alors vous aussi, vous avez vécu une expérience avec le gin, le temps du tournage en compagnie de Jean-Marc Chevillard. Alors d'abord, pour bien comprendre, la base du gin, c'est de l'alcool pur. Effectivement, le gin, c'est un alcool qui a été aromatisé. Donc on va prendre comme base un alcool d'origine agricole. En général, ça va être une eau-de-vie de grain, ça peut être du blé, du malt ou de l'orge. La condition sine qua non pour que ce soit du gin, c'est cette fameuse prédominance du genièvre qui donne aussi ce goût si particulier. Mais le genièvre, c'est quoi? Ça vient d'où? Est-ce qu'on en trouve en Suisse? Alors, on utilise les baies de genévrier qui ressemblent à ça. Alors là, elles sont séchées, évidemment. On les trouve sur des arbres qui ressemblent à des espèces de buissons. Et vous en avez peut-être déjà retrouvé dans votre choucroute. Effectivement. Bon, d'habitude, moi, je les mets de côté. Mais... Elles donnent ce petit goût particulier à la choucroute et on les utilise aussi pour leurs vertus digestives. Alors, c'est un alcool très tendance, mais c'est aussi un alcool très rentable. Le gin est rentable parce qu'il est relativement simple à fabriquer. Il n'a pas besoin de vieillissement comme on peut avoir dans d'autres alcools. Donc son prix va être constitué d'une taxe de base sur l'alcool et ensuite de l'éventuelle rareté des différentes plantes qui sont rajoutées. Si vous avez une bouteille qui est très très chère, il faut aussi vous demander si vous n'êtes pas en train de payer un très joli packaging. Justement, on parlera d'ailleurs de la différence de prix des dry gin tout à l'heure dans notre dégustation. Le gin le plus connu, c'est le London Dry Gin, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est fabriqué à Londres. Non, London Dry Gin, ça désigne une méthode de fabrication. Donc pour pouvoir s'appeler London Dry Gin, alors il y a déjà le terme dry qui veut dire sec, donc on n'a quasiment pas le droit d'y rajouter du sucre. Et ensuite, on va faire macérer les différentes plantes ou les suspendre dans l'alambic comme on l'a vu tout à l'heure. On va distiller tout ça et à la fin, on a le droit de rajouter que de l'eau. Il y a d'autres gins qui s'appellent juste gin et pas London Dry, comme l'exemple qu'on a ici. Alors là, par exemple, ils l'aromatisent différemment. Ils rajoutent à la fin du concombre et des pétales de rose, ce qui amène un goût particulier et ce qui participe aussi à la renaissance du gin. Merci beaucoup, Andrea. Et évidemment, on se permet tout de même de rappeler les précautions d'usage, boire avec modération et la consommation d'alcool fort est interdite aux moins de 18 ans.
Le gin est donc relativement simple à fabriquer et bourré de qualité. Mais comment cet alcool, qui était au fond du gouffre il y a quelques années, connaît aujourd'hui un réveil si tonique? Comment cette boisson qui a tellement plu à la classe ouvrière est aujourd'hui la nouvelle star des bars branchés? Pour mieux comprendre, je vous emmène dans un quartier huppé de Londres. Faire du gin une expérience. Voilà le pari de Jake Burger sur la très chic Portobello Road. Distillerie, bar et institut du gin accueillent les visiteurs pour étancher soif et curiosité. Alors voilà notre salle de classe. C'est là que les participants peuvent faire leur propre gin. On commence par les deux plantes classiques que tout le monde utilise, les baies de genévrier et les graines de coriandre. Alors pour moi, c'est comme si on faisait une pizza. Tout le monde utilise du fromage et de la tomate. Ce sont les plus importants. Pour tous les autres arômes qu'on distille, c'est comme si les gens ajoutaient du bacon ou du salami. Pour du gin, ce serait plutôt pamplemousse rose, olive verte ou cannelle. Passons à la pièce suivante. Ici, Will met en bouteille une de nos recettes uniques. C'est pour les White Brothers? C'est ça, algues, huîtres végétales, un final poivre rose, c'est parfait servi avec du poisson et des huîtres. C'est l'une de nos plus belles réussites. Quand nous nous sommes lancés, nous pouvions accueillir au maximum 10 personnes à la fois dans ma classe. Et on ne savait pas combien de personnes s'intéresseraient au gin. On pensait qu'avec 20, 30 personnes par semaine, ce serait un succès. Nous voilà 8 ans plus tard avec plus de 60 000 participants au compteur. C'est vraiment un succès qui dépasse tous nos rêves les plus fous. Le succès étant au rendez-vous, même les fabricants écossais de whisky se sont engouffrés dans la production de gin. Le gin a l'avantage d'être relativement simple à élaborer. Si vous voulez produire du whisky, vous allez devoir attendre au moins 8, 12 ans, peut-être plus, jusqu'à ce que le whisky soit prêt à être vendu. Et pendant tout ce temps, il n'y a pas d'argent qui rentre. Alors qu'avec le même équipement, vous pouvez faire du gin qui est fabriqué le matin et prêt à être vendu l'après-midi. Ils sont nombreux en Écosse à produire à la fois du gin et du whisky. Ça permet de payer les factures. Contrairement au whisky, le gin se consomme très rarement pur. Le succès du gin est indissociable du gin tonic. Et tonic ne rime plus nécessairement avec la marque Schweppes. Avec l'arrivée des nouveaux gins, les toniques deviennent plus créatifs aussi. Personne ne veut dépenser beaucoup pour un gin et ensuite le gâcher avec un mauvais tonique. C'est un cercle vertueux et c'est pas prêt de s'arrêter. Les toniques s'améliorent, le gin s'améliore, c'est le bonheur. Avec le tonic au citron, ça apporte quelque chose. C'est encore plus rafraîchissant. Ça lui donne un peu de vie, je crois. Ça le réveille et le fait danser. Je peux le goûter? L'odeur est super. Vraiment frais, léger, accessible. Facile, plein de peps, délicieux. Le gin tonic n'est pas la seule raison du succès du gin dans les bars. Avec sa richesse aromatique, ce spiritueux offre des possibilités illimitées pour la création de cocktails. Quand j'ai débuté derrière un bar, le gin n'avait pas vraiment la cote. Le truc, c'était surtout la vodka et les cocktails fantaisistes. Je n'avais jamais vraiment essayé le gin tout seul. Et un jour, dans une formation, on m'a fait goûter à l'aveugle un gin appelé Tanqueray 10. Ça a été le coup de foudre. Je n'arrivais pas à croire que quelque chose d'aussi fort en alcool pouvait avoir un goût si fruité, si doux et si épicé. En tant que barman, ça m'a vraiment donné envie de jouer avec. J'aime découvrir différents gins de tout le pays. Le Royaume-Uni est plein de gins incroyables. Je ne connais rien de mieux. C'est pas comme la bière. Ça n'a pas un goût désagréable. C'est bon, c'est doux. Il n'y a pas d'équivalent. Environ 200 nouveaux gins arrivent chaque année sur le marché. Mais paradoxalement, ça nous aide, car ça sensibilise au gin. Certaines personnes découvrent une petite marque de gin artisanal et c'est le déclic. Ils adorent ce gin et ça les pousse à en découvrir d'autres.
L'expansion ralentit, mais la popularité du gin continue de croître. Je ne pense pas qu'il ait atteint son apogée. Les gens sont plus intéressés par les petites marques locales qui ont une personnalité, un visage, une histoire, plutôt que par les grandes marques internationales connues depuis toujours. C'est une des raisons du succès du gin. Vu qu'il permet une telle créativité, le gin va continuer à se développer. Et tant que vous restez fidèle à l'esprit du gin, le genévrier, allez-y. La fièvre du gin s'est aussi emparée de la Suisse. Le spiritueux séduit de nombreux producteurs locaux voués à sa cause. Ils sont de plus en plus à se lancer corps, âme et alambic dans une fabrication helvétique de cet alcool si british. Mais même s'il a gagné en popularité, le gin suisse reste encore un produit de niche. La scène suisse du gin a connu une expansion impressionnante. Ça se passe ? Il en existe déjà près d'une centaine. À Genève, le producteur de gin Quentin Verne vient d'ouvrir un bar où il prévoit d'organiser des soirées distillation comme on en voit en Angleterre. Et donc là, on est dans la partie laboratoire où le projet, c'est de faire des ateliers gin pour la clientèle sur une soirée qui dure à peu près 2 heures. Vous venez, vous pouvez choisir vos propres plantes à distiller, vous distillez votre gin, vous repartez avec votre bouteille personnalisée. L'amour du gin et de la distillation ont poussé Quentin à élaborer sa propre recette. Un projet qui passe par une reconversion professionnelle. J'étais en finance, mais j'avais toujours eu envie de distiller, de faire du gin. J'ai fait mes études universitaires en Angleterre, c'est là où j'ai eu cette passion pour le gin. Et puis en rentrant d'Angleterre, j'étais avec un coloc, on avait une petite maison qui appartenait à la ville, pas très loin de Balexer. Et puis on a commencé à distiller pour le plaisir. Dans notre garage, avec une petite cocotte minute qu'on avait construit nous-mêmes. Et puis c'est là où est venue cette passion de distiller des plantes, de distiller des arômes en fait. Certaines plantes réagissent bien à des degrés d'alcool différents que d'autres, donc déjà ça c'est à prendre en compte. J'y suis arrivé en faisant beaucoup d'essais, et puis en distillant plante par plante, et puis ensuite en faisant des assemblages, et ensuite en distillant tout ensemble, en réduisant les degrés de certaines plantes, en ajoutant d'autres. Voilà, c'était le processus assez long et minutieux, mais voilà, je suis arrivé à la recette comme ça. L'aventure commencée en 2018 compte déjà 3000 bouteilles. Si les commandes sont préparées au bar, le gin de Quentin ne sort pas de ses petits alambics. Il produit son gin Lux à Féchy, sous l'œil bienveillant d'Alex Paco, mentor et pape de la distillation. Il y a une génération de 25-35 ans là, qui sont vraiment qui ont du venin, là, qui arrivent à produire des trucs exceptionnels. Après, on travaille avec la grand-mère là, qui triche pas. Si vous lui donnez quelque chose de pas bon, ce sera pas bon. Mais là, en l'occurrence, là, les jeunes qui viennent, c'est très très fort, hein, c'est très beau. Hey, salut Alex. Salut Quentin. Ça va ? Ça va bien toi, oui. Bien, merci. Voilà. Ça chauffe un peu ? Ça chauffe bien, ouais, j'ai préparé tes papiers. Super, merci. J'arrive avec mes plantes, j'ai mon alcool qui a déjà été livré ici. Et je vais peser mes plantes, préparer ma petite recette. Et puis ensuite, je vais commencer le travail de macération. Les 9 ingrédients qui constituent le gin de Quentin vont maintenant infuser plusieurs heures dans un alcool neutre. T'as déjà versé tes ingrédients? Les ingrédients sont là. Magnifique. Alcool. Et quand le travail de macération est fini, on va faire chauffer l'alambic. Et là, c'est Alex qui prend la main sur l'alambic. Et c'est parti! Voilà. Mais j'adore expliquer, j'aime bien jouer les profs. Là, j'ai de plus en plus de jeunes qui me tournent autour. Et pour moi, c'est vraiment une satisfaction d'arriver là à 62 ans avec plein de jeunes autour de moi qui veulent découvrir la distillation. De partager, moi, je trouve ça extraordinaire. Surtout avec des jeunes qui sont intéressés et intéressants. Toujours le genièvre. Genièvre, on a les agrumes qui commencent à arriver là, c'est super. Les agrumes, hein, ça marque bien. Ouais, hein. ouais. Magnifique. Ah non, bravo, hein, c'est toujours aussi bon, hein. Magnifique. Il y a 25 ans, on m'aurait dit que je ferais du gin à Féchy, j'y aurais pas cru.
Et là, ça commence à prendre une part importante. Je pensais que ce sera un effet de mode, et puis tout compte fait, là, ça fait 2-3 ans que j'ai de plus en plus de gens qui viennent faire du gin ou voire même du whisky, voilà. Ouais. Le succès est aussi au rendez-vous dans les bars, avec une boisson dont le look a bien évolué. À gauche, le gin que vous connaissiez, vite expédié. À droite, le gin qui se laisse désirer. Le service se fait dans de larges verres à ballon, une mode importée d'Espagne. 2 époques, 2 styles. Santé. Comme la majorité des gens qui aiment le gin aujourd'hui, en tout cas les clients que nous avons au bar, on avait un peu tous cet a priori sur le gin qu'on avait quand on était en boîte de nuit par exemple, où on buvait un gin avec du tonic sans gaz, dans des verres à tubes, où le goût du... aujourd'hui je peux le dire, mais le goût du genévrier était très très présent. Et la bulle n'était pas intéressante et ça ne nous donnait pas vraiment envie d'en reprendre. C'était un peu la boisson qu'on prenait en fin de soirée. Dans ce bar nyonnais, le gin tonic coule à flot dès l'heure de l'apéritif. Il y a 3 ans, Philippe Curatle a fait le pari de transformer son bar à vin pour se distinguer de la concurrence. Bonsoir. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que je pourrais avoir un gin tonic plutôt épicé? Plutôt épicé? Est-ce que vous voulez plutôt poivré ou plutôt piment ou piment gingembre? Plutôt poivré. Plutôt poivré? Ok, on a un gin suisse qui est top. Je vous prépare et je vous amène ça à table. Installez-vous seulement. Le prix du gin varie ici entre 14 et 16 francs. Le succès est au rendez-vous et la carte continue de s'étoffer. Si je ne me trompe pas, les premiers 2 mois, on avait une quinzaine de gins. Après 6 mois, on avait une cinquantaine de gins. Et aujourd'hui, on a environ 140 gins différents, de pays différents. Et voilà, à votre santé. Le principal défi a été de convertir une clientèle qui n'était pas toujours acquise d'avance. J'ai découvert ça il y a environ 1 année, mais depuis chaque jeudi, j'en goûte un autre, grâce au concert justement de Philippe, et du coup, on peut à chaque fois redécouvrir quelque chose. Quand on s'est transformé en gin, on est à tous les clients qui rentraient dans le bar. Voilà, nous avons transformé notre bar. Nous sommes actuellement un bar à gin. Et les 3/4 des gens me disaient « Ah, mais moi, j'aime pas le gin ». Et ceux qui me disaient qu'ils n'aimaient pas le gin, mais j'avais une petite astuce et je leur disais « Écoutez, on fait comme ça. Moi, je vous prépare un gin tonic. Comme vous n'avez pas l'habitude d'en boire, je vous le prépare, vous le dégustez. Si vous aimez pas, c'est moi qui le paye. Si vous aimez, vous le payez. » Et je pense que j'ai dû en payer 2 en 3 ans. Donc je pense que le pari, ça a marché. En 10 ans, les importations de gin ont plus que doublé en Suisse et des centaines de variétés arrivent chaque année sur le marché mondial. De quoi offrir l'embarras du choix à nos recherchistes qui ont eu la lourde tâche de sélectionner 10 bouteilles de dry gin pour une dégustation dans les règles de l'art. Un cadre exceptionnel pour une dégustation qui ne l'est pas moins. Pour départager nos gins, nous avons pris un peu de hauteur. L'école hôtelière de Glion a ouvert ses portes à nos 5 spécialistes. Justine Mazlar a fait ses gammes dans l'hôtellerie de luxe. Elle s'apprête à ouvrir un établissement à Lausanne. C'est David Gouault qui nous accueille ici à Glion, où il est chef barman et instructeur. Voilà Laura Schurch, vice-championne suisse de cocktail. Elle gère la Salamandre à Port-Alban. La distillatrice Florence Thieblot produit ses élixirs, dont un gin, dans le Val de Bagne. Philippe Carte a lui bâti sa carrière dans la haute parfumerie. Nos gins n'auront bientôt plus aucun secret pour son nez. La distillation qui est utilisée pour pouvoir obtenir un gin aromatisé, eh bien, c'est exactement les mêmes techniques que nous utilisons en parfum. En réalité, le gin, finalement, c'est bien ça, c'est un parfum qui se boit. On recense déjà plus de 5000 gins. Lourde a été la tâche de n'en retenir que 10 pour notre dégustation. Nous nous sommes limités à des gins fabriqués selon la méthode London Dry, c'est-à-dire des gins où l'aromatique vient uniquement des plantes ajoutées avant la distillation. On va chercher quelque chose de plutôt sec. On va pas avoir toutes les plantes qui vont cacher un mauvais alcool ou une mauvaise distillation. Donc je vais être vraiment très exigeante sur l'équilibre.
J'aimerais sentir la baie de genièvre directement, quelque chose d'assez franc et linéaire en bouche. C'est vraiment la présence, en fait, c'est ça la structure et la base pour moi d'un dry gin. Et puis ensuite, de nous laisser nous emporter avec la curiosité vers une plus large palette de dégustation et découvrir des aromatiques. Pour ne pas troubler nez et palais, les gins sont dégustés purs, juste allongés d'une touche d'eau pour en faire ressortir les aromatiques. Aspect, senteur et goût sont les 3 critères qui constituent la notation. Place au résultat. Surprise en bas de classement avec le très connu Bombay Saphir, qui récolte un 5 sur 10. Un gin que nos dégustateurs ont trouvé très moyen. Alors ce gin, je pense que c'était le gin qui était vraiment le plus plat en bouche que j'ai eu. Je l'ai trouvé très doux, mais par contre, dégustativement, c'était pas... Ce qu'on fait ce gin, je pense qu'ils n'ont pas pris trop de risques. Ils veulent cibler peut-être une clientèle pas de connaisseurs, vraiment d'amateurs qui débutent dans le gin pour vraiment dire ok, on va faire goûter du gin, voilà. Ce gin, Quoi dire J'ai trouvé que déjà qu'il y avait une odeur d'alcool au nez qui était vraiment désagréable. Et puis après, c'était un peu creux, assez vide. En fait, il n'y avait vraiment rien d'agréable. À peine mieux noté, le gin Gordon's. À environ 20 francs le litre, c'était le moins cher. Même à l'aveugle, nos dégustateurs n'ont pas été dupes. C'était un gin qui avait peu de relief. Il m'a sensiblement rappelé un alcool assez faible en qualité, notamment qu'on aurait facilement envie de prendre quand on ne connaît pas les qualités, on a peut-être un faible pouvoir d'achat aussi. Trop discret. Il y a vraiment un manque de peps, de caractère. Très franchement, j'ai pas de coup de cœur en tout cas pour ce produit-là. Quasiment 5 fois plus cher avec une note de 5,7 sur 10, on trouve le Maté Dry Gin, un gin bernois. En 7e position, le Zurichois Turicum fait lui aussi partie des gins premium. Il coûte près de 100 francs le litre. Il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est ses facettes animalisées. J'ai trouvé qu'il y avait une odeur un peu de sous-bois et je l'ai trouvé très identitaire à ce niveau-là. Pour moi, c'était une belle découverte, moi qui connaissais peu les gins. 6e et 3 fois moins cher, le très britannique Tanqueray, noté 6 sur 10. Je trouvais qu'au début, il y avait des petites notes de baie écrasée qui étaient assez agréables au nez. Et puis une bouche plutôt douce, rien d'agressif. Mais voilà, c'est-à-dire rien d'agressif et en même temps rien de super... voilà, un peu... En milieu de classement, le Gin 27, un Appenzell Dry Gin acheté à la COP près de 63 francs le litre. Nous passons directement à la 3e marche du podium avec 2 gins ex-aequo notés 6,6 sur 10. D'abord le Botaniste, un gin écossais produit par une célèbre maison de whisky. Il répondait finalement aux attentes d'un dry gin. C'est-à-dire qu'on y retrouvait de la puissance, d'intensité, la baie de genièvre, donc juniper vraiment au nez. Et puis tout de suite en bouche, il vient prendre sa place. Il est assez imposant. Il se développe légèrement sur la floralité et quelques épices. Et puis il a une longueur en bouche intéressante. Oui, on avait envie d'en reboire une gorgée, quoi. 3e également, le Monkey 47 et ses 47 botaniques différentes. Il dégage une complexité qui a plu à nos dégustateurs. Une attaque hespéridée, donc ça veut dire avec un ensemble d'agrumes extrêmement imposante, autant gustativement que olfactivement. Alors là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très belle continuité. Ce gin, je pense que c'était un que j'ai préféré dans la dégustation. Au niveau du nez, alors là, c'est une explosion de saveurs. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a la genièvre, la citronnelle, vraiment les agrumes. Ça venait, c'est crescendo. Et puis sur un final qui était vraiment harmonieux, qui était super, vraiment super. On avait toutes ces saveurs, toutes les botaniques qui revenaient. Vraiment bien équilibré, super bien maîtrisé. À la 2e place, le Gin Lux imaginé à Genève. Son profil a séduit notre panel avec une note de 6,8. On y retrouvait des notes de floralité. Au nez, je me souviens d'avoir eu un petit peu de noix de muscade. Quelque chose de rond finalement, bien équilibré. Un petit peu de cardamome. Il se fondait dans la bouche, limpide, sec. Il tenait sa ligne, si on peut dire. Le grand gagnant nous vient du Japon, Kyoto pour être précis. Gin premium à près de 100 francs le litre, c'est un coup de cœur pour nos dégustateurs. Au final, sur la longueur du gin, c'était très bien. C'est vraiment ce qu'on attend. Personnellement, c'est ce que j'attends d'un dry gin. Une belle longueur en bouche qui reste et qui s'affirme au fur et à mesure qu'on le déguste. On a un bouquet aromatique d'agrumes. Tout de suite, voilà, on vient chercher l'acidité.
Et c'était vraiment... j'ai aimé en fait comment le nez et puis la bouche venaient se compléter et nous apporter différents aromatiques. Incroyable attaque, très fusante, très jaune, avec une fin plutôt florale fraîche. Et très étonnant toujours, le relief olfactif et gustatif qui pour moi était très impressionnant sur ce choix-là. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'entier de cette dégustation sur notre site internet abe.ch. Devenir propriétaire, c'est le rêve de beaucoup de locataires. Les conditions sont aujourd'hui plutôt favorables pour accéder à la propriété. En Suisse, selon les statistiques officielles, un peu moins de 40% des ménages sont aujourd'hui propriétaires, contre en moyenne 30% en 1980. Ce rêve, la famille Rodriguez l'a caressé pendant des années. Il est devenu réalité l'an passé avec l'achat d'une maison mitoyenne dans la campagne genevoise. Tout semblait parfait jusqu'à la construction du couvert à voiture. Claudio Personelli. Sur la plaquette de vente, la petite maison mitoyenne semblait parfaite. Un peu de gazon, 2 étages, 120 mètres carrés habitables dans la campagne genevoise. C'est le rêve de la famille Rodriguez qui se réalise enfin. Véronique, Gonzalo et leurs 2 enfants ont investi les lieux à la fin de l'année dernière, espérant y vivre heureux et sans souci. Mais voilà, l'entreprise générale a fait construire à l'arrière de la maison des places de stationnement qui ne respectent aucunement les normes en vigueur. Pas facile de se parquer, hein? Effectivement, sur une place qui fait 5,04 m entre les 2 poteaux pour un véhicule de 4,65 m, j'avoue que ça allège une très faible marge de manœuvre. Et surtout, quand je suis avec les enfants ou on a des courses ou on a les sacs de l'école, il faut toujours que je m'arrête avant, ouvrir le coffre, sortir tout le nécessaire, puis ensuite je me gare. Je peux même pas me garer dans la seconde place parce qu'elle fait 4,88 m entre les 2 poteaux. Donc là, je tente même pas le coup. Et en cas d'urgence? Effectivement, ça m'angoisse personnellement. C'est pour ça que je me mets aussi toujours dans ce sens pour pouvoir partir plus facilement. Le couvert réalisé ne correspond pas du tout à celui qui avait été prévu lors de la signature du contrat de vente. Les places sont nettement plus courtes et des piliers intermédiaires pour soutenir le toit ont été ajoutés. Sur les plans initiaux, les places mesuraient 5,2 mètres et il n'y avait aucun pilier intermédiaire. Aucune de ces modifications n'a été signalée aux époux Rodriguez en cours de construction. Ces poteaux n'étaient pas prévus sur les plans qu'on avait signés chez le notaire. Lors de la remise des clés, j'ai déjà émis des doutes par rapport aux éventuelles manœuvres à faire pour entrer dans ces places. Je trouve inadmissible qu'on puisse faire en sorte de construire des choses qui ne sont pas pratiques pour une famille comme la nôtre. Les Rodriguez ont donc fait appel à un expert indépendant. Verdict, les places de stationnement enfreignent les normes. Avec une paroi latérale, comme c'est le cas des places construites, la longueur minimale d'une case de stationnement intermédiaire devrait être de 5,70 m. Il faut imaginer en tant qu'utilisateur, vous allez utiliser cette place de parc à minima 2 fois par jour si vous partez au travail, donc le matin quand vous partez et le soir quand vous rentrez. Et si chaque fois que vous devez vous parquer dans cet abri, eh bien c'est une difficulté, il faut faire attention, pas endommager le véhicule, pas endommager l'abri, ça vous pourrit la vie, quoi. Les époux Rodriguez ont exigé une mise en conformité des places à la Société Générale qui a conduit les travaux. Par lettre recommandée, ils ont sommé la société Effibat de corriger l'erreur. La Société Générale leur a opposé une fin de non-recevoir sous prétexte que les normes invoquées étaient des recommandations utilisées principalement pour les ouvrages publics. En fait, la Société Générale se trompe. D'abord parce que les normes des installations de stationnement édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports ne sont pas de simples recommandations. Quand on construit, on doit tenir compte au fait des normes. Elles sont, en cas de conflit,
eh bien, on va analyser la norme et si on n'a pas respecté la norme, en fait, c'est une faute. Mais surtout, l'expert le confirme, la norme concerne les installations de stationnement aussi bien sur le domaine public que privé. On peut y déroger seulement si une convention d'utilisation a été signée entre les deux parties, ce qui n'a pas été le cas. Comme dans toute nouvelle construction, les retouches à faire ne manquent pas. Les Rodriguez ont relevé plusieurs dizaines de problèmes à corriger. Mais celui que la famille souhaite absolument voir disparaître de son menu quotidien, c'est bien le problème du parquage. Je vais prendre contact avec mon avocate pour voir quelles sont les démarches suivantes. Mais par rapport à ce qu'on a eu comme contact dernièrement, c'était d'entreprendre une procédure pour faire valoir mes droits d'avoir mon couvert à voiture qui était prévu initialement. Monsieur et Madame Rodriguez ont en tout cas absolument raison de faire valoir leurs droits. Au fond, seul un juge pourra, cas échéant, décider de savoir s'il y a un défaut au sens juridique ou non, mais il faut absolument qu'ils fassent valoir leurs droits et il est clair que l'expert qu'ils ont mandaté abonde dans leur sens. Qu'est-ce qu'un locataire qui rêve de devenir propriétaire peut faire pour éviter ce genre de déboire qu'a vécu cette famille? Alors la première chose, c'est effectivement être conscient que la construction peut être prenante, que le rêve d'une vie peut présenter quelques difficultés. Maintenant, du point de vue strictement juridique et technique, il est bon de pouvoir s'entourer de spécialistes, avocats. On peut par exemple s'adresser à la permanence de l'ordre des avocats ou spécialistes techniques. Il y a une liste d'experts qui est publiée par la SIA. Ingénieur, architecte, expert en bâtiment peut également penser à s'assurer auprès d'une protection juridique. Mais il est vrai que tout cela, toutes ces précautions ont un coût, mais peut-être est-ce le prix qu'il faut payer pour que le rêve ne se transforme pas en cauchemar. David Coppet, bonsoir. Vous êtes le fondateur et directeur d'Effibat, l'entreprise qui a construit ces fameuses maisons mitoyennes et ce couvert à voiture. Quand on voit le reportage, on se dit qu'il y a quand même un vrai problème. Vous reconnaissez le problème ? Bonsoir. Tout d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, quand on regarde ce reportage, on peut concevoir que Madame et Monsieur Rodriguez puissent ressentir une gêne pour ce parquet. Une gêne, mais une gêne importante au quotidien. Alors pourquoi est-ce que la construction finale ne correspond pas aux plans initiaux du contrat de vente ? Alors la construction finale correspond au contrat de vente, correspond au plan de l'architecte qui a été autorisé par l'État et nous avons dû adapter ces plans pour des questions structurelles, techniques, sur demande de l'ingénieur et c'est pour cela que nous avons dû rajouter des poteaux intermédiaires que l'on voit dans ce reportage. Alors justement, ces fameux poteaux qui n'étaient pas sur les plans originaux, est-ce que vous avez finalement voulu construire au rabais avec ces poteaux ? Vous auriez pu faire sans ? Absolument pas. Nous n'avons pas voulu construire au rabais. Pour plusieurs raisons. Effibat est une entreprise qui est reconnue pour être hyper respectueuse de ses clients. Nous ne regardons pas la dépense pour les satisfaire. Et c'est dans notre ADN, quand on fait quelque chose, on le fait bien. Je comprends bien, mais est-ce que vous auriez pu faire sans poteaux ? Est-ce que ça aurait été plus cher ? Ça n'aurait pas été plus cher ou moins cher. Il est vrai que quand nous avons réfléchi à rajouter ces poteaux, sur demande de l'ingénieur, nous nous sommes dit simplement que rajouter ces poteaux de manière relativement proche finalement du bord du couvert à voiture ne poserait pas un problème autre que de devoir faire un créneau comme vous avez à le faire en ville. Alors quelle est la solution aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une solution ? Alors nous sommes en train d'étudier une solution. Nous l'avons dit depuis le départ à monsieur et madame Rodriguez que c'était un problème complexe, qu'il nous faudrait du temps pour le résoudre, mais que comme nous le faisons pour tous nos clients, nous trouvons toujours une solution et ce sera le cas pour eux. Je pense que d'ici 3 semaines, nous devrions être capables de leur proposer une solution qui, nous l'espérons, leur conviendra. Nous nous sommes engagés à le faire. C'est un engagement ferme que nous avions déjà pris auprès de monsieur et madame Rodriguez, que nous reprenons encore ce soir sur le plateau de la RTS. Et je m'engage également à tenir ABE à informer de l'évolution de la situation. Nous, on viendra aussi constater dans un délai de 2-3 semaines. Merci beaucoup, monsieur Coppet. Merci à vous. Le Léman Express a été inauguré en grande pompe à la fin de l'année passée. Depuis son lancement, le réseau ferroviaire transfrontalier a connu un certain nombre de dysfonctionnements. Dans la liste des reproches que font les voyageurs, notamment l'augmentation des tarifs sur certains parcours. Nous avons rencontré un fervent utilisateur du réseau entre Coppet et Genève qui a vu son prix du billet pratiquement doubler.
J'habite dans la région de Coppet, en campagne vaudoise, tout près de la frontière genevoise, et je prends régulièrement le train qui fait Coppet jusqu'à Genève, en l'occurrence en ce moment jusqu'à Carouge, Rondeau-Carouge. J'utilise également depuis des années un demi-tarif, donc je suis assez fervent utilisateur du train pour mes déplacements aussi bien privés que professionnels. Ce qui a beaucoup changé, c'est les tarifs. Pour faire simple, je payais un tarif pour l'aller à 3,30 francs en demi-tarif et pour le retour à 3,30 francs pour faire Coppet, Rondeau de Carouge. Aujourd'hui, enfin depuis le 16 décembre, je me retrouve avec un tarif à 5 francs pour l'aller, 5 francs pour le retour, soit plus de 50%. J'avais mis de côté mon véhicule parce que je voulais vraiment éviter cela, donc j'ai dû reprendre mon véhicule pour l'instant. Évidemment, c'est temporaire, il faut que je trouve une solution. Moi, j'interpelle les CFF et les communautés tarifaires à donner des explications parce que pour tous les usagers, relativement captifs, puisqu'on a déjà des habitudes dans cette région de prendre ces transports publics de la sorte, comment on passe du jour au lendemain à 50% de plus? Monsieur Rémi Bury, bonsoir. Vous êtes le responsable d'Uniréseau, la communauté tarifaire intégrale genevoise. Alors, vous avez entendu l'interrogation de notre utilisateur. Il n'est pas le seul. Comment est-ce qu'on passe du jour au lendemain à des tarifs qui ont tout simplement doublé? Bonsoir. Je crois qu'il faut commencer par remettre cette étape du 15 décembre 2019 dans son contexte. C'est l'arrivée du Léman Express, avec tout ce que ça peut impliquer, non seulement en termes d'opérationnel, mais en termes de tarification. Le premier constat que l'on a fait, c'est qu'on a dû renoncer au tarif Uniréseau régional, qui couvrait typiquement le parcours dont fait état ce client dans le reportage. Avec l'arrivée du Léman Express, on a décidé d'appliquer un tarif national, un système qui fonctionne très bien ailleurs dans toute la Suisse, qui permet de cumuler des tarifs de communauté tarifaire et des tarifs de parcours ferroviaire ou d'autres. Donc de Coppet à Pont-Séart, c'est un tarif national, si je comprends bien. Et ensuite, à la frontière genevoise, de Pont-Séart à Genève, c'est un tarif genevois. Oui, et là, le client, en l'occurrence, il va jusqu'à Carouge. Donc, du coup, à ce parcours ferroviaire, on ajoute le tarif de la communauté tarifaire. Mais qu'est-ce qui justifie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie cette hausse importante? Ce qui se passe le 15 décembre, c'est que, comme on renonce au tarif Uniréseau régional, qui permettait d'aller jusqu'à Coppet et qui bénéficiait de subventions très généreuses du canton de Genève, quand bien même les clients allaient au-delà de la limite du canton de Genève, avec le Léman Express et son nouvel environnement, on était obligé de revoir cette tarification. Donc vous me dites que le canton de Vaud ne subventionne pas ce trajet, ce tronçon? Le tronçon qui va au-delà de Pont-Séart. Donc de Pont-Séart à Coppet pour cet utilisateur. Il ne subventionne pas le canton de Genève non plus. Il le subventionne indirectement parce qu'ils sont partenaires en termes de financement des lignes ferroviaires qui passent sur ce tronçon. Est-ce qu'il est prévu de réadapter ce tarif dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ce tarif étant composé du tarif Uniréseau et des tarifs du service direct, du tarif national, ces tarifs-là ne sont pas appelés à bouger immédiatement. Tout ce qui se passe dans l'immédiat, c'est des mesures d'accompagnement du canton de Vaud pour la clientèle qui a subi ces augmentations de tarifs pendant 3 ans pour les abonnés, donc les clients réguliers. Il y a des compensations financières. De quel type? Est-ce qu'on arrive à les préciser? C'est des participations qui permettent de diminuer assez substantiellement les augmentations pour, ça peut être quelques centaines de francs pour les abonnements mensuels. Donc un pas vers le consommateur. Merci beaucoup, Monsieur Bury. De rien.